bonsoir. C'est assez impressionnant. Donc, je suis Géraldine Dabrigeon, je suis la directrice du site Le Corbusier à Firminy. En tout cas, je suis ravie qu'on ait cette conférence ce soir avec Matali, qu'on ait autant d'étudiants qui soient présents. C'est super, ça fait vraiment plaisir d'avoir cet accueil. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'école de design de Saint-Étienne, entre le site Le Corbusier et donc l'école de design. Dans ce cadre-là, on a pas mal de choses qu'on essaie de mettre en œuvre, j'espère. Et en particulier, je voulais le redire ce soir, en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité de venir découvrir le site Le Corbusier à Firminy gratuitement. Donc c'est important de l'avoir en tête. Vous pouvez venir tout au long de l'année découvrir ce site et les expositions et tout ce qu'on peut y faire. Donc dans ce cadre, on a accueilli depuis avril dernier une exposition qu'on a créée dans le cadre aussi de la Biennale du design autour de la thématique ressources. À ce titre-là, le site a souhaité monter une exposition avec Matali, qui est présente ce soir. Cette exposition, elle s'appelle Nos pieds d'argile. Voilà, on a le petit catalogue. Je voulais vous montrer le visuel. Je pense que Matali en parlera aussi ce soir. C'est pour cette raison qu'on a accueilli aujourd'hui pas mal d'étudiants de première année qui ont pu découvrir à la fois le site et cette exposition. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on souhaitait que Matali puisse vous rencontrer et faire cette conférence ce soir. Voilà, pour à la fois vous parler de sa pratique, de son parcours, de ce qu'est être designer ou design heureuse, comme elle le dit aujourd'hui. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Et puis on vous présentera en même temps aussi le dernier livre que vient de sortir Matali, qui s'appelle Autrement. Donc on a un petit stand si ça vous intéresse avec quelques livres. Je fais aussi ma promotion. Matali peut vous les dédicacer si vous le souhaitez, avec des plaquettes du site aussi. En tout cas, merci pour votre accueil et votre présence. Et maintenant, je laisse la parole à Matali. Merci Géraldine. Voilà, c'est bon, il fallait que j'appuie. Bonjour, bonsoir, rebonjour pour ceux que j'ai croisés à Firminy. Je suis très contente d'être là, un peu impressionnée. Je vais dérouler un certain nombre de projets. L'idée, c'est de montrer que j'ai une pratique du design élargi, que je considère aussi que le design, c'est l'anthropologie appliquée. Je vais expliquer pourquoi au cours de la présentation. Je commence avec cette image que vous avez du mal à lire, mais qui regroupe à peu près les dimensions que j'essaie d'englober dans mon travail. Il y a une première section qui s'appelle « Au-delà des codes ». C'est ce que j'ai toujours fait, aller au-delà des codes. Après, il y a une deuxième section qui s'appelle « Faire des structures pour faire et agir ». Il y a un domaine de réflexion qui est autour de la symbiose entre le naturel et l'artificiel, et du coup de questionner de plus en plus l'artificiel. Il y a après une autre dimension qui est de créer des hypothèses, et enfin de créer des espaces singuliers. J'aime bien en fait pas trop m'attarder sur les projets, mais plutôt essayer d'être clair sur les intentions, le contexte, avec qui je fais les projets, et après qu'on puisse en voir pas mal, puisqu'ils sont en général assez différents. Un premier projet pour vous expliquer que je suis designer industriel au départ, et que un des premiers projets que j'ai fait porte cette dimension de scénario d'usage. Je ne dessine pas un objet par la forme, je ne dessine pas, c'est pas la forme qui m'intéresse, mais c'est ce fameux scénario d'usage. Là, je suis avec Pierre Hermé, donc le pâtissier que vous connaissez, et la Forge de l'Aïeul. Je pense que vous connaissez aussi cette maison qui fait normalement des couteaux avec les bois sculptés. Et en fait, il s'agit de faire un couteau pour couper le gâteau, puisqu'on est dans le domaine de la pâtisserie. Donc, c'est ce que va faire le couteau que je propose. Mais pour que ce couteau aille donc complètement dans cette idée de scénario d'usage, en fait, on va couper et puis après, on va tourner la main d'un quart de tour et on va s'en servir pour faire une pelle à tarte ou une pelle pour porter la part. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de partager le gâteau. C'est pas tant de couper, mais c'est plutôt cette idée de partage. Donc vous voyez, dans chaque objet qu'on dessine, on peut être intentionnel et on peut remettre un peu les valeurs que l'on défend
au-dessus, en fait, ou en tout cas que ça vienne porter le projet et que ça en fasse une typologie complètement différente. Donc le couteau, il ressemble à ça, il ressemble à la forme, elle est donnée par ce scénario. Quand on prend le manche, en fait, on sent bien les deux usages, les deux fonctions. Ce n'est pas de la multifonction, je précise bien, je n'aime pas les multifonctions. Les multifonctions donnent des usines à gaz, entre guillemets. Il faut éviter de faire des usines à gaz. C'est juste aller dans le même sens que la vie et surtout aller dans cette idée de redonner des intentions et notamment l'idée de partage quand on est ensemble. C'est une coque en aluminium, pas la lame bien sûr, hein, juste le manche avec du silicone à l'intérieur et on voit que la forme permet de bien le prendre en fait, mais la forme vient vraiment du scénario d'usage. Voilà la petite boîte. Donc ça c'est juste pour commencer avec les objets. Désolée pour ceux qui voulaient voir plus d'objets. Il y en aura dans les espaces, mais je ne vais pas trop insister sur les objets. Je vais plutôt m'attarder à vous expliquer la façon de générer des espaces. Donc on va s'acheminer vers l'idée de montrer des structures pour faire. Et je suis ici à Dijon. Je pense que tout le monde connaît, et j'espère que vous connaissez le consortium à Dijon, qui est un lieu d'art contemporain très engagé aussi. Et il se trouve qu'ils ont créé il y a très longtemps les presses du réel. On ne sait pas souvent que c'est une émanation du consortium. Donc l'idée, c'était de matérialiser ça dans le lieu. Le consortium est pour moi très important parce que mon amoureux Francis, qui est ici, est de Dijon. Et en fait, on a appris l'art contemporain grâce au consortium. Voilà, petit à petit, en allant visiter toutes les expos. C'est vraiment le consortium et on va dire Pompidou aussi qui nous a formés pour l'art contemporain. Donc j'avais un peu la pression pour faire ce lieu. Je devais être en même temps à la hauteur puisque le consortium reçoit des artistes internationaux et je devais trouver une forme particulière pour faire cette librairie singulière et en même temps, on va voir si vous en jugez l'orientation assez belle, que ça soit aussi quelque part une œuvre d'art. C'était un peu dans le cahier des charges. Je n'ai pas eu vraiment de cahier des charges. On m'a juste dit à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un endroit pour recréer un peu l'ambiance d'apostrophe. Vous voyez, apostrophe où on recevait les auteurs, on pouvait vraiment parler des thématiques, etc. Voilà. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait quand on doit faire une librairie? On regarde, on essaie de penser qu'est-ce que représente le livre pour nous aujourd'hui, parce qu'on le questionne, ce livre. En fait, il se trouve qu'il y a des livres, enfin, il y a des dystopies qui existent, comme celle-ci, Fahrenheit 451, mais j'avoue que je connaissais plus, en fait, le film de François Truffaut que le livre. Et ce film m'avait beaucoup impressionné. Déjà, Truffaut faisait pas trop de science-fiction, donc, et en fait, c'est un film qui est très esthétique et que je trouve très, très intéressant. Donc, en fait, les pompiers arrivent chez les gens pour faire brûler les livres, puisque dans cette société, on considère que le livre n'apporte pas le bonheur. Bien sûr, voilà, on a compris pourquoi. Et donc, on voit ces scènes où les pompiers se déplacent pour aller chez les gens, vérifier, voilà, s'ils ont des livres ou pas. Et le personnage principal, qui est là au centre, petit à petit, pense que voilà, va avoir une espèce de dissonance par rapport à sa fonction et par rapport à ce qu'il doit faire. Et voilà. Et donc, petit à petit, prend conscience, à l'aide de ce deuxième personnage, du fait qu'ils sont enfermés dans un système. Il y a au moment, dans une séquence, il arrive ce train. Je ne sais pas si vous connaissez ce train, c'est le monorail. Et Truffaut avait pensé que c'était très bien d'aller tourner une séquence pour remettre encore un peu plus de science-fiction dans son film. Et en voyant cette séquence, je me dis, ça y est, j'ai trouvé. Voilà le monorail tel qu'il est sorti. Hein, c'est une carte postale. Je pense que vous le connaissez tous. Et voilà, je vais faire un monorail, moi aussi, parce que je veux faire en fait un lieu qui puisse bouger.
qui va permettre de plus... voilà, on a des wagons qui sont accrochés, hein, qui vont pouvoir bouger, circuler. Alors, ce n'est pas tant pour leur faire des tours incroyables, mais c'est pour les faire translater, pour pouvoir entrer plus à l'intérieur ou pouvoir, en fait, plus se mettre sur le côté. On va le voir ici. C'est mécanique. Hein. Moi, j'aime pas trop les choses téléguidées, etc. Ça tombe en panne, etc. Donc, ça reste très simple pour que chacun puisse les manipuler. Il y a des livres devant, derrière. Ce qui veut vous dire que ce n'était pas une librairie où il fallait que je fasse des rayonnages énormes pour mettre je ne sais pas combien de références de livres. Ce n'était pas du tout le cas, puisqu'en fait, l'idée, c'est de montrer plutôt leur production et les productions amies, on va dire, des presses du réel. Donc, j'avais aussi cette liberté. Vous voyez, je revisite un peu la façon de porter ce monorail et j'en fais des tables. On sait bien que dans une librairie, il faut ménager des supports pour voir les livres en frontal, etc. Bien sûr, je ménage aussi des présentations sur le côté pour les magazines. Et je fais ce petit espace au centre qui permet d'accueillir un auteur. Bien sûr, on va amener d'autres chaises pliantes quand il s'agit de l'accueillir, etc. Donc ça, c'était dans le cahier des charges. Et puis, je viens accompagner ces lieux qui est rond, qui fait comme l'agora, en fait, avec un dégradé de couleurs que vous voyez sur les murs. On est dans un lieu industriel et donc j'englobe l'espace pour faire en sorte que, en quelque sorte, ça devienne un peu plus rond, ou en tout cas, on oublie, en fait, en quelque sorte, l'aspect orthogonal de la pièce. Voilà. Deuxième projet, là, c'est une exposition. Là, je ne sais pas si je suis artiste ou designer, à vous d'en juger. Ça ne m'intéresse pas vraiment la frontière entre les deux. Ça s'appelle Voyage en Uchronie et c'est la Galerie Ropac, une expo personnelle. Et en fait, c'est une expo qui va questionner un petit peu la communauté. Je travaille beaucoup sur la communauté et j'avais envie de représenter une communauté fictive. Et en me disant comment on peut représenter une communauté le plus simplement possible, une association d'humains, mais des humains qui sont à la fois debout, assis, allongés, dans des postures qui sont très simples. Ce n'est pas vraiment des humains, je les ai appelés les permanents quelque part. C'est des présences, mais en même temps, on peut se mettre à l'intérieur, donc on peut devenir aussi, nous, ces personnages de la communauté. Voilà, et en fait, on peut rentrer à l'intérieur. Dans certains d'eux, il y avait des objets à découvrir. Ici, c'est le centre qui, comme un petit feu pour discuter. En fait, j'essaie de retrouver un peu les archétypes, en fait. Et puis, on a celui qui est allongé, avec ces stries qui vont donner un peu cette notion de temps qui passe. C'est à la fois une rivière, mais c'est aussi cette idée de temps qui passe. Et au fond, une montagne noire qui permet de s'asseoir pour regarder en fait un film qui va continuer cette histoire, qui va activer un peu différemment l'installation pour aller vraiment dans un lieu et faire vivre une communauté, voilà, avec ses rituels. Voilà, je ne peux pas expliquer le film parce qu'il faut le voir, ça serait trop bête, mais j'ai mis quelques images. Voilà. Quelquefois, j'interviens pour des 1% artistiques. Je pense que c'est important d'expliquer que c'est quelque chose qui est assez rare. En fait, ça existe en France, en Italie, mais quand je montre mon travail à l'étranger, on me fait comprendre que ça n'existe pas vraiment dans d'autres pays. Il s'agit d'un lycée hôtelier. Et donc, à 1%, je rappelle un peu le principe. On présente d'abord ce qu'on a déjà fait. Il y a une présélection. Il y a 3 ou 4 artistes qui sont sélectionnés. Puis après, on présente le projet et après, on gagne ou pas pour réaliser le projet. Là, il s'agit d'un nouveau lycée hôtelier. Un lycée qui est où je voulais redonner l'importance d'utiliser ses mains. Donc, je prends le symbole, en quelque sorte, qui pour moi paraît très très beau, c'est le fouet. Parce que le fouet, c'est presque rien. C'est 3 bouts de métal
et ça change l'état d'une matière. Le projet s'appelle Émulsion. Et donc, je voulais mettre, c'est un lycée hôtelier où en fait, on va pouvoir aussi venir goûter ce que préparent les élèves. Donc, en fait, c'est pas simplement pour les étudiants, c'est aussi pour les gens qui vont rentrer à l'intérieur. Donc, je mets ce signe en fait assez fort à l'entrée du lycée. C'est un signe lumineux et c'est un signe un peu végétal pour faire un hommage aussi à la nature qui sait construire en fait en utilisant les mêmes modules. Et en même temps, mon intention là vraiment est de dire, en fait, ces gestes en fait que vous utilisez tous les jours, ces outils, c'est important. C'est redonner en fait revaloriser les métiers manuels en quelque sorte. C'est pas simple. Alors on voit, c'est un bâtiment de Fuxas, donc c'est un peu des facettes, vous voyez, comme il aime bien faire. Donc j'ai pris en fait, c'est toujours assez délicat de faire 1% parce que l'architecte est aussi dans le jury. Donc voilà, donc il faut toujours prendre une position. Est-ce qu'on suit l'architecture? Est-ce qu'on se met un petit peu Et là, moi, j'ai décidé justement d'utiliser la couleur, d'utiliser des courbes. Donc je suis un petit peu pas en opposition, mais je me mets dans un autre registre que celui d'architecte. Et en fait, il n'y avait pas simplement juste cet objet, il y avait aussi d'autres éléments qui servaient à, comme ici, annoncer l'endroit où on pouvait se restaurer, l'endroit, et dans les couloirs, ça devient une plante rampante pour accueillir, puisque c'est aussi un hôtel d'application, donc on peut aussi dormir sur place. Et là, c'est la suspension qu'on pouvait trouver dans la chambre. Un projet à Paris, cette fois-ci. Je pense que vous connaissez tous le Carreau du Temple, qui est un lieu pour faire des présentations, la plupart du temps, des mini-foires. C'est à échelle humaine. C'est en plein centre de Paris, près de République. Il se trouve qu'au Carreau du Temple, pendant le Covid, des femmes SDF sont venues dormir dans le lieu parce que c'était vide, il n'y avait pas d'activité. Et qu'à un moment donné, quand le Covid le Carreau du Temple a retrouvé ses activités, ils se sont dit, on ne peut pas rester, mettre dehors, on va faire la place pour que les femmes puissent venir dormir dans le lieu, pas simplement dormir, c'est un accueil de jour. Et donc, c'est assez beau parce que le lieu est déjà super bien qualifié, c'est en bois, la plupart du temps, et en fait, ils ont fait justement la place pour pouvoir accueillir cette halte. Alors, j'ai fait du mobilier, comme vous le voyez, puisque l'idée, c'était pas simplement d'aller acheter du mobilier ou de le collecter, mais de vraiment faire du mobilier spécifique. Dans les besoins, il y avait besoin de créer ces structures pour que les femmes puissent expliquer leur parcours de vie et qu'on les aide en fait à trouver un lit pour le soir. Donc c'est pour ça que vous voyez ces espaces ici qu'on peut bouger et qui sont recréés. Ici, on va rentrer dans l'espace principal où on va pouvoir se restaurer. Et en face, vous voyez, il y a des portes et en fait, les femmes vont pouvoir dormir. Parce que quand elles n'ont pas de lit la nuit, en fait, elles marchent pour ne pas se faire agresser la plupart du temps. Donc, elles ont besoin de récupérer la journée. Voilà, donc c'est un projet qui est très intéressant. Puis, comme vous le voyez, il y a un petit paravent. Et puis, de l'autre côté, il y a les activités sportives. Donc, elles sont complètement intégrées dans le lieu. Ce n'est pas un lieu qui est fermé. Elles sont, il y a une porosité, en fait, entre les différentes activités du lieu. Un festival en Espagne. Moi, j'aime beaucoup ce festival parce qu'en fait, il faut qu'on réapprenne à installer des choses très diverses, très singulières dans l'espace public. Notre espace public, c'est énormément singularisé. Et donc, j'aime bien le parti pris de ce festival, Concentrico. C'est un vrai succès puisque les gens se baladent dans la ville. Et pendant une semaine, ils ont les cartes et ils vont se déplacer d'endroit en endroit pour essayer les structures que proposent les designers.
et les artistes et les architectes. Moi, j'ai voulu intervenir sur une place principale et vous voyez, il y a un petit auditorium derrière, une espèce de coque, et je me suis dit que c'était l'arrière d'une tête. Donc j'allais inventer en fait ce qui venait devant. J'aime bien aussi interagir avec l'existant et j'ai créé en fait ces deux yeux un petit peu bizarres à l'image d'une chouette, comme une espèce de plateforme. On sait très bien qu'à partir du moment où on commence à mettre des plans inclinés, d'un seul coup, il y a des pratiques un peu bizarres qui se créent. On vient créer un tunnel, et bien sûr, tout le monde identifie le tunnel, c'est pas un souci. Et voilà. Et donc, j'ai été étonnamment surprise par la façon dont les enfants non seulement investissaient, mais aussi les parents qui étaient assez éloignés, en fait, et qui les laissaient jouer, grimper, sauter. J'ai fait une aire de jeu à Paris et ce n'est pas tout à fait les mêmes idées, donc la même façon d'appréhender les choses. Donc je me dis que c'est très important de ne pas oublier le fait que les enfants doivent apprendre à prendre des risques et qu'il faut qu'on ait des structures aussi qui le permettent. Parce qu'on a un peu tendance à surprotéger les enfants et il faut qu'ils continuent en fait à appréhender l'espace, appréhender les éléments. Et on a une situation où les aires de jeu se sont énormément, elles sont devenues industrielles. On a 80% des aires de jeu qui sont faites par les mêmes fabricants. Et donc l'idée, c'est de redonner, et il y avait un peu cette histoire dans les années 70 de donner la capacité aux artistes de faire des aires de jeu. Et voilà. Et donc l'idée, c'est d'essayer de redonner cette singularité. La nuit, on a cette lumière qui vient créer un autre jeu, une autre relation, une autre présence. Là, peut-être la présence est plus forte encore. Et puis la nuit, et ça je l'espérais bien parce que j'avais fait en fait une structure que j'imaginais devenir bar le soir, parce qu'en Espagne il y a toute une vie nocturne. Et en fait voilà comment le bar est devenu même une structure vivante, mais d'une autre façon. Un projet encore d'exposition, la Fondation Martel à Cognac, je pense que vous connaissez ce lieu. On m'a demandé de choisir entre plusieurs lieux pour faire une maison. J'ai choisi la cuisine parce qu'il y avait aussi peut-être des enjeux plus importants sur l'idée de qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Donc on est à Cognac. C'est pas moi qui ai fait la scénographie, mais l'idée de la scénographie, c'était d'utiliser ces gros cylindres qui servent normalement à stocker le cognac. Et donc chacun avait un cylindre comme ça pour s'exprimer. Moi, je décide de couper le cylindre, en fait, en tout cas ce qui va venir dans le cylindre en diagonale, comme ça, parce que ce qui m'importe de parler par rapport à la cuisine, c'est l'idée de la terre, du sol, et en fait des apports de cette terre, tous les éléments qui vont être le soleil, qui vont aller jusqu'à la pluie, les éléments qui viennent nourrir cette terre, et puis aussi la terre-mère qui vient, en fait, qui est en jaune, qui vient dessous. Donc le lieu, il va avoir un dessus et un dessous, une vie en dessus et une vie en dessous, pour évoquer cette terre. Voilà comment ça vient. Puis on va organiser des petits scénarios différents autour de cette plateforme. Dessous, on va préparer à manger. Il y a beaucoup de place, parce que j'aime bien cette idée aussi de dire qu'on peut préparer ensemble. On va stocker aussi les aliments, un peu comme une espèce de garde-manger revisité. Voilà, ça c'est donc on va préparer ensemble. Après, on a un deuxième espace qui est comme un bar, là on peut cuisiner. Il y a le frigo dessous, les équipements, etc., qui est la partie orange. Voilà, avec certains objets qui sont amovibles. Et devant, on va s'en servir en fait sous forme d'un gradin. Et on va regarder en fait un petit film où j'explique assez simplement qu'il y a une forte relation entre la digestion de notre ventre, le microbiote, et la digestion de la terre. Voilà, c'est un peu simple comme message, mais c'est ça en fait le message principal de ce projet. Et enfin,
on va monter en fait quelques marches et on va retrouver sur le dessus donc de l'espace une grande table d'hôte dans laquelle on peut partager le repas. Voilà, maintenant ce projet, il est au FRAC Dunkerque, et donc il est activé très régulièrement avec des activités, qu'elles soient culinaires ou pas d'ailleurs. Voilà, alors je vais vous montrer juste la création d'un appartement dans une résidence qui n'avait pas grand-chose pour elle, et comment on peut quelque part transformer un lieu qui est assez anodin et donner une envie de créer un lieu atypique, un lieu singulier, c'est un second lieu, un lieu de vacances, avec pas grand-chose, pas beaucoup de budget, mais quelque part l'envie de proposer une espèce de villa qui va s'insérer dans la salle principale, parce que la salle est assez grande quand même, pour permettre ça. Voilà, donc c'est une plateforme, comme vous le voyez, qui vient supporter un certain nombre d'activités, mais qui va laisser aussi pas mal d'espace au centre, de façon à pouvoir changer ces activités ou inviter d'autres activités au centre. On est au bord de la mer, vous l'avez compris. Le seul élément de mon cahier des charges, c'était de pouvoir écrire devant la vue mer. Donc, vous voyez le petit bureau au fond avec la vue mer. Voilà. Et donc, on a en fait les différents éléments sur cette plateforme qui permettent de s'asseoir directement dessus, ou pas. On peut détacher si on est plus nombreux, on vient détacher la table et la mettre au centre, par exemple. Voilà l'espace pour écrire. On repeint l'escalier, voilà, il est bien. On n'a pas plus de budget, mais on le repeint. Vous voyez, tout est assez simple. Un lit pour faire la sieste, un canapé. Ça, ce sont les chambres, avec l'idée de surélever le lit, là encore pour voir la mer. Voilà. Et la deuxième chambre, qui est la chambre de la fille, qui en fait est une plateforme aussi où on peut s'asseoir. Voilà, et puis il manquait une troisième chambre. Et donc je suis allée découvrir un espace qui était perdu, un peu dans les combles, découper le mur pour donner une place en fait aux fils qui n'avaient pas de chambre dans cette deuxième maison, en détournant un petit peu l'escalier, comme vous le voyez, et en créant ce lieu pour pouvoir, assez coloré, pour pouvoir se poser, pour qu'ils puissent se poser aussi. Voilà, alors un travail pour cette association qui s'appelle Aware, je pense que vous connaissez, cette association qui redonne une visibilité aux artistes femmes. C'est un vrai lieu de recherche, et c'est à la Villa Vissaliev. Le premier projet que j'ai fait pour eux, c'était de faire une scénographie itinérante. Donc l'idée, c'est pas de faire une scénographie pour présenter le travail de ces femmes, mais plutôt leur chemin de vie. Donc c'est un module qui voyage à plat, comme vous le voyez, et puis qui va venir s'expanser, en tout cas se structurer. Il est autoportant, il y a la lumière, on vient mettre des informations plutôt dessus, on peut y poser des livres, etc., en fonction des artistes qu'on présente. Un deuxième lieu où en fait on va pouvoir regarder des films d'artistes. Donc là c'est un peu la même chose, hein. C'est fait avec les mêmes éléments, mais cette fois-ci on utilise des joncs souples pour que ça soit confortable. Voilà. Donc après j'ai été amenée à travailler sur leur espace, qui est un espace permanent. Là c'est plus la scénographie, avec cette bibliothèque qui s'ouvre en fait pour un espace dédié aux enfants qui n'existait pas. Et puis cette espèce de bibliothèque perpétuelle qui est composée de toutes les monographies et les expos sur le thème des artistes femmes, et qui se complète au fur et à mesure, et qui donc va partir du rouge comme ça jusqu'au orange. Et voilà, et qui se complète au fur et à mesure. La partie qui est verte, au fond, c'est la partie du design et de l'architecture, qui n'existe pas, mais qui est en train de se constituer. Ça, c'est une commande publique
dans un hôpital à Angers. Un hôpital, donc j'ai préféré intervenir à l'extérieur, puisque je me suis aperçue que les hôpitaux, souvent, sont des vraies villes. À Angers, c'est vraiment une vraie ville. Et puis, à chaque fois qu'on crée un nouveau bâtiment, il y a un architecte différent qui intervient. C'est un peu... il n'y a pas vraiment de cohérence. Et petit à petit, on vient grignoter les espaces végétaux. Et surtout, il y a la voiture qui est très présente. Parce que chacun veut aller travailler et parquer au pied des bâtiments, ce qui est quand même un peu un problème, puisque les malades, les familles ont besoin de venir de temps en temps prendre l'air, se poser, etc. Donc il y a cette volonté de regagner du terrain et de pousser les voitures, et aussi de faire une structure assez simple pour qu'on puisse venir se poser. Donc j'ai fait ce petit, je ne sais pas si je peux appeler un kiosque, voilà, qui permet, et je pense que vous avez tous eu cette occasion de suivre quelqu'un qui est à l'hôpital. On a besoin de se reconnecter à la vie à un moment donné, de voir les choses, de voir un oiseau, de voir, voilà, de se reconnecter à la nature. Ça aide beaucoup à passer ces moments difficiles. Voilà, j'ai pas plus d'envie de vous expliquer voilà, comment est né ce projet, mais les intentions, parce qu'elles sont assez claires, elles sont assez simples. Le musée mobile, donc l'idée d'aller apporter l'art dans des endroits où il n'y a pas cette possibilité d'aller au musée. Donc c'est un projet qui est assez complexe. Un camion que je dois transformer. C'est une initiative d'Ingrid qui en fait a eu cette idée très très belle de dire qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui n'étaient pas montrées dans les FRAC régionaux, et de pouvoir aller se poser dans une région, de faire des projets avec les curateurs de ces FRAC et d'aller après sillonner pour... donc c'est un outil en fait pour les FRAC. Voilà, en partant de ce camion, moi, je décide de l'étendre avec ces 2 tiroirs que vous voyez. Mais je pense que le rôle de ce projet aussi, c'est un peu à l'image d'un cirque, c'est de créer un événement quand il arrive dans les villages et dans les lieux. Donc c'est aussi pourquoi je pense qu'il faut étendre en fait la salle d'exposition qui est à l'intérieur avec des espaces d'accueil et d'hospitalité de chaque côté. C'est assez simple. Après, en même temps, c'est très, très technique. Hein. On ne peut pas faire voyager sur le flanc du camion ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est en déployant le tiroir, les éléments sont en même temps ouverts, comme ces parois. Et après, on n'a plus qu'à lever le toit pour constituer l'espace. Les bancs sont stockés dans un petit stock. Il y a toujours des places, des stocks dans le bas des camions. Voilà, il y a des... Voilà, donc c'est assez simple. Il se pose. C'est le chauffeur qui met en place. Donc il n'y a qu'une seule personne. Et après, il y a il y a une animatrice qui va aussi former des animateurs outrices sur le lieu. Voilà, une des expositions, parce qu'il y en a eu bien d'autres. L'idée de faire en fait un cabinet de curiosité. On n'est pas là pour voir des pièces monumentales. En plus, ce projet, j'ai oublié de le dire, c'est essentiellement destiné aux enfants au départ. Les parents vont venir voir, mais c'est les enfants qui vont présenter l'exposition aux parents. Et donc, l'idée, c'est au contraire de donner plein d'accès à des artistes, à des approches différentes pour que les enfants puissent trouver quelque chose qui leur parle plus précisément. Voilà, au centre, on peut y poser plutôt de la sculpture. Au fond, on a un espace qui peut permettre de présenter des vidéos d'artistes aussi. On a un petit endroit avec les bibliothèques pour les livres d'artistes aussi. Et vous voyez que la partie centrale, en fait, c'est celle qui ne bouge pas, et le reste se bouge. Donc, en fait, ce qui est très contraignant, c'est de tenir les éléments pendant qu'ils voyagent, puisque rien n'est déployé sur place. En fait, on ne touche pas aux œuvres. Alors peut-être que celles-ci, elles sont mises dans un tiroir en dessous, mais tout est accroché. Et voilà, il y a un très très bel effort de médiation à chaque fois.
et avec des supports, des animations. J'ai oublié de dire qu'on peut aussi utiliser le projecteur pour projeter des films sur la face du camion de façon à faire des projections extérieures en utilisant les mêmes bancs que vous avez vus plus tôt l'été, bien sûr. Voilà. Et l'autre côté, on a la présentation justement de ce qu'ont fait les enfants. Voilà. Là, c'était un projet avec des collages. Et voilà. Alors, un projet pour une biennale en Slovénie, c'est une des premières biennales de design. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Kočerje, c'est à Ljubljana. Et en fait, cette biennale est assez intéressante puisqu'elle propose d'intervenir dans la capitale, mais aussi de faire des projets dans une ville en Slovénie. Et donc, moi, je dois m'immerger dans Kočerje, une petite ville dont on va découvrir un petit peu les caractéristiques. Dans le musée, on expose un petit peu le process. Et ici, on voit au centre, en fait, on verra plutôt ma démarche, et tout autour, le projet de jeunes designers, parce que le projet est d'avoir, en fait, aussi tout un groupe, que je puisse accueillir tout un groupe de jeunes designers pour travailler avec moi. Kočerje, on le voit, c'est une ville qui vit essentiellement de la transformation du bois, qui vivait. Donc j'ai essayé de faire un collage, je ne sais pas s'il est un peu trouble, il y avait des rituels, etc. Il y avait des colporteurs, c'était fabrication de petits objets, plutôt des cuillères, des instruments, etc. Puis, bien sûr, tout s'écroule. On ne fabrique plus ça. Et donc, les habitants n'ont plus trop de rapport avec cette forêt qui les entoure. Il faut dire que la forêt est très, très présente en Slovénie. Et voilà. Et donc, mon projet est de faire un projet à l'orée de la forêt pour inviter à rester un peu plus dans la forêt. Et on voit ici les recherches avec tous les membres du groupe. Chacun va travailler sur sa relation à la forêt, chaque designer. Mon rôle, c'est de faire en sorte que, en venant faire ce projet de festival à Kočerje, il y a une vraie interpénétration entre la pratique des designers et tous les acteurs de cette petite ville. Donc ça peut être l'organisation du tourisme, les gens qui s'occupent de la forêt, la municipalité, une entreprise qui fabrique des poêles, une école de charpentiers, on verra, et voilà, et de faire en sorte que ça soit innervé pour que le projet puisse prendre une dimension autre et que ce ne soit pas simplement juste une exposition. Voilà. Et on va parler plus particulièrement du projet que j'ai fait. Ici, on voit l'école de charpentier avec qui j'ai travaillé. Ils faisaient essentiellement des copies de chaises, etc. C'était ça leur formation. Et là, je les ai invités en fait à faire ensemble cette scénographie qui explique le fonctionnement du projet, le making-of du projet, etc. Ils étaient tout contents parce qu'en fait, ils n'étaient jamais venus dans la capitale et ils n'avaient jamais non plus participé à un projet pour être présent dans un musée. Alors, mon projet à part entière, je ne sais pas si vous connaissez le golem, qui est en fait le protecteur de la communauté juive. Je me suis dit, je vais faire un protecteur de la communauté de Kočerje. Et en fait, en allant chez les gens, vous voyez dans le personnage, qu'est-ce qu'on a chez les gens? On a ces énormes poêles qui constituent une grande partie de l'appartement, enfin de l'appartement, oui, ou de la maison. Et en fait, j'en ai vu plein de typologies. Ils sont assez énormes. On peut s'asseoir dessus. Dans une face, on va sécher le linge. On a des marches. On peut aller faire la sieste au chaud. Voilà, il y a plein de configurations. Et ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur ces typologies de poêles. Et je me suis dit, je vais me baser sur quelque chose qu'ils connaissent bien, ce poêle, et je vais leur proposer un poêle d'extérieur pour qu'ils puissent rester un peu plus en forêt quand il commence à faire froid. On voit ici une partie de l'exposition où j'explique un petit peu mes références en termes de communauté, puisque là, je propose
un poêle pour la communauté. Voilà ce poêle, je collabore avec un fabricant de poêles qui est sur place. Et l'enjeu, c'est aussi de faire quelque chose de pérenne, alors que normalement le festival propose quelque chose qui doit partir. Donc je n'ai pas dessiné moi-même ces céramiques, elles existent, on va les cuire beaucoup plus, on va les cuire plus et à plus haute température pour qu'elles résistent au froid. Voilà, donc on peut s'asseoir bien sûr et être chaud. Et ces deux personnes se sont tout de suite désignées pour s'occuper de ce lieu. Bien sûr, c'est près d'une école, on a choisi ensemble le lieu, il a fallu arbitrer comment on allait approvisionner le bois, etc. Et ça donne tout un tas d'usages possibles de ce lieu. Et en fait, ce lieu, on peut s'asseoir, mais on peut aussi chauffer de l'eau sur l'épaule et on peut cuire un pain dans la tête. Donc ça donne une possibilité d'inventer des rituels et de s'approprier cet espace. Voilà, il est toujours en place. Il se trouve que j'ai fait un deuxième projet pour ce festival, plutôt cette fois-ci autour de l'apiculture. Voilà, la ferme hybride. Je suis un peu impressionnée parce que les deux, Patrick Eloargui et Philippe Chaplet, sont là dans la salle. Donc, une collaboration de 25 ans avec eux pour créer des lieux insolites, des lieux d'expérimentation. Le dernier en date, c'est la ferme hybride. La ferme hybride, c'est le Luberon. Donc, vous connaissez ces petits villages qui sont perchés en fait sur des petits monticules. Et qu'est-ce que ça veut dire se poser dans cet espace et quelque part faire vivre un écosystème en réfléchissant à de nouvelles logiques. Le lieu, c'est pas simplement l'idée de changer le bâti. Là, le bâti est très singulier puisque vous voyez qu'il y a une tour au bout et puis il y avait un corps de ferme qui n'était pas du tout qualifié. Donc l'idée a été de ménager tous ces percements qu'on voit pour lui donner à la fois un ancrage contemporain et dégager les vues qui sont superbes. Donc voilà ce qu'on peut voir en fait de la transformation du bâti en lui-même. On s'intéresse un petit peu à le bâtiment tel qu'il était. On découvre des fenêtres qui avaient été bouchées, donc on les redécouvre, on les met en évidence et on les fait même interagir en faisant un petit clin d'œil à Mata Clark, bien sûr. C'est une façon aussi de singulariser l'espace. Donc toutes les chambres sont différentes. Si on fait référence aux anciens propriétaires du lieu, en ayant fait des recherches. Et puis, il y a d'autres espaces. Ici, c'est une chambre qui s'appelle White and White, voilà, qui a été une chambre qui avait été installée dans le premier projet qu'on a fait ensemble, qui est le e-hôtel à Nice, et qu'on a voulu, en fait, redécouvrir dans ce lieu. Alors, ce qui est important de dire, c'est que ce lieu, c'est un lieu comme dans tous les projets qu'on a fait avec Patrick et Philippe, où il y a beaucoup d'espace pour les espaces communs. C'est important. C'est pas simplement l'idée de se poser. C'est aussi plus on fait quelque chose de singulier, plus les gens qui vont venir vont aussi être intéressés par le singulier, et quelque part, ces gens vont être plus ouverts à l'autre, mais aussi à expérimenter des façons différentes de se nourrir, etc. Donc c'est un peu tout le temps comme ça qu'on a fonctionné dans le lieu qu'on a fait, en appelant une singularité qui fait que le lieu la vie du lieu va être impactée et ça va en fait en quelque sorte attirer des gens qui sont curieux de la vie et qui ont envie de tester des choses différentes. Voilà, il y a aussi d'autres petits lieux comme cette Casaï et puis une autre maison qu'on a reconstruite de toutes pièces avec cette idée d'inviter la nature au milieu de la pièce,
puisque en fait l'espace est complètement ouvert au milieu, sous forme d'une serre, avec de la vraie terre. Et donc, pour aller de la cuisine au salon, on va avoir ces petits pas japonais, et on traverse en fait l'espace végétal. Tout ça avec des vues sur les oliviers, puisque c'est un lieu où il y a de l'agriculture, il y a des vignes, et on vous invite demain, si vous voulez, à venir à la récolte des olives, puisque on se déplace tous les 3, tous les 5, en fait, pour aller récolter l'olive. Voilà, un autre petit projet différent qui est en fait une commande d'un bailleur social, Villogia. Il se trouve que ce bailleur social avait acheté en fait un terrain avec dessus une maison de Jean Prouvé, et il a essayé de rénover cette maison. Et en fait, petit à petit, il s'est aperçu que c'était assez compliqué et qu'il ne pouvait pas forcément reproposer ce modèle aujourd'hui. Donc est venue l'idée d'en faire une, mais avec non pas le métal, comme Jean Prouvé, mais avec du bois, et avec un système qu'on appelle de construction hors site. Voilà, donc je propose cette maison, il y en aura 8 en finale, c'est en fait... on va voir ici, elle arrive sous forme de modules qui sont fabriqués, qui sont installés, superposés. Tout l'enjeu est de dire que cette maison ne doit pas ressembler justement à ces maisons contemporaines qui sont juste des cubes, hein, mais au contraire de donner une autre façon d'habiter, et surtout, comme on le voit, de faire une encoche en fait à l'avant de la maison pour venir créer une habitabilité à l'extérieur, et dans certains cas aussi pouvoir inviter une serre, puisqu'il me semble que la seule légitimité de faire encore des maisons individuelles aujourd'hui, c'est d'avoir un contact avec la terre. Et donc, c'est de pouvoir faire pousser, même si ce n'est pas pour l'autonomie, mais en fait faire pousser quelques légumes pour voir, justement, avoir ce plaisir de voir pousser les légumes et comprendre ce que ça veut dire aussi de faire pousser des légumes. Voilà, donc il y en a 8 maintenant, avec un jardin partagé. Ça, c'est l'arrière. L'arrière, c'est un peu une deuxième encoche où on va avoir une petite maison, 2 abris aussi pour y installer les vélos. Il y a bien sûr la récupération des eaux, le compost, etc. Et l'intérieur est tout en bois. L'intérieur est tout en bois. C'est aussi l'idée de ne pas cacher les structures pour qu'on voit les structures. On n'a pas de faux plafond, c'est très très ponctuel. Voilà, je pourrais parler des heures sur ce projet, mais je vous le montre que superficiellement. Voilà, un autre projet très très atypique. On est à l'Opéra de Bordeaux et j'interviens sur Gisèle. Je pense que vous connaissez Gisèle, un ballet classique romantique. On me demande de revitaliser un peu Gisèle en travaillant sur la scénographie et sur les costumes. Alors, je décide, dans Gisèle, l'histoire, on a un peu, en simplifiant, hein. Gisèle est une fermière et on a le monde d'en bas et le monde d'en haut, pour simplifier. Et je décide en fait que ce monde d'en bas, ça ne va pas être le monde des paysans ou des viticulteurs, puisqu'elle est viticulteur plutôt, mais ça va être le monde qui défend le vivant, tout simplement. Et en faisant cette petite définition, je vais définir une façon différente de traiter ce ballet, avec en fait des décors qui ne sont pas considérés comme une nature qu'on regarde dans un cadre, parce que c'est la façon romantique. Hein. Quand vous voyez les images des vidéos de Gisèle, normalement, on a la scène, et puis le paysage est une peinture où on voit les montagnes, le château de ces gens d'en haut qui est là. Hein. Vous voyez, c'est ça la représentation. Et c'est un peu ce qu'on essaye de plus faire aujourd'hui, c'est-à-dire de considérer que la nature, elle est là, hein, dans un cadre, on la regarde. Donc en fait, ma façon de voir ici, c'est plutôt de dire la nature, c'est nous qui la transformons, on est dedans. Hein, et donc si on la transforme, on va faire les arbres. Les arbres sont en bois, c'est de la vraie nature.
on ne va pas les maquiller comme on a l'habitude de le faire dans ces décors d'opéra ou de voilà, ils vont être là. Et vous voyez, tout est fait avec la même forme, puisque je me suis dit que le personnage principal, c'était le tutu. Dans un ballet classique, on vient voir les tutus. Et je vais revisiter pour le premier acte le tutu. Il n'y a pas de tutu, ça va être une jupe qui tourne. Mais dans le deuxième acte, je vais garder le tutu. Et en fait, tout ce que je vais créer va avoir cette espèce de rythme, vous voyez, de cône avec un rythme. Et tous ces cônes vont jouer ensemble pour évoquer le paysage, pour évoquer la dynamique de la chorégraphie, etc. C'était très beau de fabriquer aussi les costumes, parce que dans un opéra comme celui de Bordeaux, il y a tous les métiers. Donc on peut partir même de l'idée de fabriquer le tissu. Et comme on est en fait avec le monde d'en bas qui défend le vivant, je suis partie de la serpillière. Je suis partie de la serpillière, et en fait avec cette serpillière, avec l'ennoblissement du travail de la teinturière et des différents métiers, on va petit à petit créer ces jupes, vous voyez, mais aussi le haut des danseurs. Et on va en fait générer un tissu qui semble simple, assez humble, et en même temps ennobli. Et en même temps ennobli. Vous voyez les garçons, en fait tous, le premier acte est sur un sol blanc. Et en fait, il y a une espèce de continuité entre les pieds des danseurs et le sol, puisqu'ils appartiennent à la terre, tout simplement. Voilà. C'est une histoire. Voilà. Alors, les gens d'en haut, eux, ils sont dans des apparats, vous voyez, des costumes qui les entravent même. Donc ce même rythme, il va même recouvrir leurs mains pour les rendre inactifs. Et voilà, donc je m'amuse de ce rythme et je le duplique aussi dans les accessoires. Sans changer l'histoire. Gisèle meurt, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, elle meurt parce qu'elle comprend que son aimé est de quelqu'un d'en haut, qu'elle ne pourra jamais aimer, donc, et en même temps parce qu'elle a des problèmes de cœur. Elle arrive dans le deuxième acte, c'est presque un deuxième acte féministe, puisqu'en fait, on a devant nous, là, des Willis. Les Willis sont des femmes qui n'ont pas connu l'amour, qui sont un peu comme des fantômes, on va dire. Et en fait, elles vont se venger des hommes dans le deuxième acte, et elles vont tuer un premier homme. Et en fait, voilà, donc on les voit tout ensemble avec la reine des Willis. Donc, l'idée, c'est de garder le même décor, vous avez vu, je garde le même décor, je retourne les arbres, je mets du noir au sol, parce que là, on va mettre en évidence le tutu. Le tutu, il est juste magnifié avec des traits, je ne sais pas si on l'a vu, voilà, vous voyez, des traits verticaux qui viennent rappeler mon intervention sur tout l'idée principale. Voilà, on le voit bien ici. Et en fait, Gisèle, donc les hommes, ils doivent danser jusqu'à épuisement. Et Gisèle va sauver son amoureux, donc même si quelque part il l'a trahi. Et quelque part, j'ose espérer qu'on peut aussi penser qu'elle le sauve parce qu'elle a compris que lui aussi, il voulait défendre le vivant. Voilà. Et enfin, parce que je pense que ouais, l'heure tourne, ce projet, Les Pieds d'Argile, à Firminy. Donc, pourquoi ce personnage? Un personnage qui s'ancre, parce que je pense que maintenant, on doit arrêter de faire du designer sol. Et donc, on est non seulement des anthropologues qui font de l'anthropologie appliquée, mais on va faire du terrain comme eux. C'est-à-dire qu'on va s'ancrer. On va choisir des terrains et on va regarder, parce que le monde est tellement compliqué qu'on ne va plus arriver à le... Et de toute façon, il ne faut pas l'appréhender globalement.
mais plutôt on va arriver à prendre des décisions sereines si on est dans un territoire bien précis. Voilà, donc l'expo se répartit en 3 parties, se propose à partir de là entre 3 terrains. Nous préparons le terrain avec cette idée de faire une structure pour réparer le terrain du commun. C'est une structure à l'aide à la décision. On va mettre les questions qui nous intéressent sur les panneaux que vous voyez, puis on va ouvrir la structure pour en discuter. Comme vous le voyez, la structure se ferme, elle est un peu agressive avec ses pieds de tabouret qui sont un peu comme un hérisson, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une période où non seulement il faut arriver à prendre des décisions, mais il faut aussi les protéger. Parce qu'on s'aperçoit que quelquefois, même en les prenant, ces décisions, elles ne sont pas suivies. Donc voilà, donc c'est un petit message sur la situation politique de maintenant. Ça, c'est le premier dispositif. Normalement, il y a trois éléments différents dans chaque expo, mais je vais juste en proposer 3 ce soir. Je vous laisse la curiosité d'aller voir après sur place les autres éléments. Nous réhabitons le terrain. Vous savez, l'idée de réhabiter, c'est Peter Berg dans les années 70 en Californie qui nous dit, en fait, comment on peut devenir originaire d'un lieu même si on n'est pas lié dans ce lieu. Et en fait, ça a trait aux attachements qu'on a au lieu. Donc, il y a un vrai retour de cette idée d'attachement, parce que c'est simplement si on a des attachements qu'on va arriver à défendre ce lieu, à se battre pour ce lieu. Donc, ici, je fais un peu comme une cabane symbolique. Vous savez qu'il y a beaucoup de philosophes qui, à un moment donné de leur vie, sont allés se mettre dans des cabanes. Je pense particulièrement à Arne Naess, qui a défini l'idée de l'écologie profonde, par exemple. Donc, je fais une structure de cabane qui est en fait un dispositif. Et là, je me pose la question de, quand j'ai fait le confinement, d'un lieu particulier. Donc, l'idée, c'est de se mettre à un lieu particulier et de regarder, de faire un point sur nos attachements par rapport aux espèces animales et aux espèces végétales. Et donc, j'invite chacun à le faire en visitant l'expo. Donc, voilà, parce que ce qui est important, c'est de considérer que quand on a perdu, en fait, la plupart de nos attachements, il faut les regagner petit à petit. Et c'est grâce à ces attachements, en fait, qu'on va arriver à retrouver une relation au lieu. Et si on a une relation au lieu, on va être capable de le défendre. Et enfin, la 3e partie, nous préparons le terrain avec un projet qui s'appelle la Maison de la Restitution. Je pars de l'idée de sédentarité. En fait, quand on est devenu sédentaire, on a commencé à construire ces maisons dans le néolithique avec cette idée de rampe. On fait un trou, on fait un pilier au milieu et puis on met les bon, c'est assez facile à construire. J'aime bien me plonger un petit peu dans cette façon de construire. Il me dit, je vais garder la même idée, une simplicité de construction, mais en même temps, je vais plutôt faire une rampe qui monte. Alors là, elle part du gradin, mais en fait, puisqu'on est dans une salle où il y a des gradins, et on va en fait avoir comme ça une maison qui a 1 mètre de hauteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce mètre qui sépare le sol et la maison va être notre interface avec notre milieu. Et il va nous permettre à la fois de mettre en évidence ce qu'on prend de notre milieu. Donc là, on imagine qu'on a un potager, vous voyez, sur votre droite. Et on vient aussi avoir quelques bûches, donc on va alimenter le feu. On replace le garde-manger, qui a toujours été quelque chose de très intéressant. Vous voyez, c'est aussi une façon de reprendre des éléments qui étaient importants et qu'on peut réactiver. Et puis de l'autre côté, c'est plutôt là-dessus que je veux insister, on a des contenants, et c'est des contenants. Alors le verre, c'est le compost. On a déjà fait ça, on en est déjà là. Mais il y a d'autres contenants derrière qui, par exemple, l'idée de récupérer les eaux grises, mais aussi ce qu'on appelle les ovanes, c'est-à-dire le pipi et le caca. Parce que si on les sépare bien, on peut très bien les réutiliser. Donc c'est cette façon de restituer, puisqu'on fait partie d'un cycle en fait biologique, et que la Terre a cette capacité de transformer la mort en vie. Donc il faut lui permettre de nouveau de faire ça.
Voilà, j'en ai fini et je pense qu'on va... Donc je vous invite à, si vous en avez l'envie, l'expo dure encore quelques temps à Firminy, juste, voilà, et de venir voir en vrai. C'est scénariste, c'est un démonstrateur, voilà, qui permet de, là encore, de montrer une logique et un scénario de vie. On va passer aux questions maintenant. J'espère qu'elles seront nombreuses.